La méditation. La méditation, c'est un sujet très à la mode. C'est un sujet dont on parle tout le temps, pour lequel on n'a pas nécessairement la meilleure approche, je crois. Et aujourd'hui, je reçois Martin Aylward, qui est le fondateur de l'application Mind, qui est une application de méditation. Et avec lui, on parle de la pratique, évidemment, de la méditation, comment on y arrive, à quoi ça sert, quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber. C'est une discussion très douce, que j'espère que vous apprécierez. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martin. Oui, bonjour Grégory. Vous allez bien? Vous êtes où précisément? Je suis chez moi, en Dordogne, au Moulin de Chave, le centre de méditation que j'ai cofondé et où j'habite depuis 15 ans. C'est hyper agréable parce qu'on entend les oiseaux. Je trouve que c'est très agréable. Donc vous avez créé l'application Mind, je ne me Oui. trompe pas, mais ça fait très longtemps que vous évoluez dans les milieux de la méditation, qui finalement c'est une technique qui est pas du tout récente, c'est une technique très ancienne même. Mais par contre, en Occident, elle s'est installée au fur et à mesure, et aujourd'hui, il y a une forme de résurgence. J'ai l'impression que on l'a vu arriver dans les années 70 en Occident. Peut-être que je me trompe, hein, mais vous allez me dire. Et puis, désormais, on la voit revenir, en fait. Il y a vraiment cette deuxième vague, quelque part. Euh, comment vous y êtes venu, vous? Pourquoi et comment? Moi, j'y suis venu surtout par crise existentielle, angoisse, souffrance, confusion adolescente. C'est-à-dire, à la fois, j'étais OK, hein, j'étais très bien, j'avais une bonne vie sociale, j'étais dans une famille stable et très bien, mais quand même, à l'âge de 17 ans, j'avais une sorte de crise existentielle où je me demandais, qu'est-ce que c'est être humain? Qu'est-ce que c'est être vivant? Qu'est-ce que c'est être conscient? Et j'étais très troublé d'avoir aucune réponse autour de moi, ni à l'école, ni des parents, ni de mon entourage. Et puis quand je consultais des prospectus d'aller à la fac, je voyais rien d'intéressant là-dedans. Tout était visé sur une sorte de carrière, sur une sorte de réussite mondaine qui me parlait pas du tout. Et donc, j'ai décidé de tout laisser tomber et de partir en voyage comme ça. Et j'ai d'abord voyagé quelques mois, 6-7 mois dans le Moyen-Orient, Égypte, Jordanie, etc. Et puis j'ai rencontré des gens qui revenaient de l'Inde et tout le monde avait des histoires un peu folkloriques de l'Inde comme un pays mystique. Et donc je me suis dit, OK, allez, c'est en Inde que je vais trouver toutes les réponses. Et puis, merveilleusement, c'était assez vrai. Donc, je suis parti à 19 ans en Inde avec un billet aller simple, sans aucun bagage. Vraiment, je me suis lancé comme ça, sans rien. Et tout de suite, en arrivant, je me sentais chez moi. Et j'ai commencé à m'intéresser aux enseignements et des pratiques méditatives dans la tradition, dans les pratiques hindouistes ainsi que bouddhistes. Et puis, au bout de quelques mois, j'étais tellement inspiré par cette possibilité de vraiment pouvoir entraîner mon attention, explorer l'esprit, comprendre la vie depuis l'intérieur de ce qui se passe, que j'ai vraiment, j'ai foncé, si vous voulez. J'ai commencé à faire des longues retraites, des longues périodes de silence, des pratiques assez intensives, et puis voilà, comme Wow. ça. Vous êtes resté longtemps en Inde? Euh, En tout, je crois que j'ai passé 6 ou 7 ans en Inde, mais au début, les premiers de 89 à 95, pratiquement tout le temps. Donc pendant 5 ans, ouais, j'étais là la plupart du temps. Parfois, quand j'avais plus de visa, je retournais en Angleterre, à Londres notamment, pour travailler quelques mois, pour gagner des sous, pour pouvoir retourner. Waouh. Et votre famille? Enfin, moi, la première question qui me vient, c'est si mon enfant faisait ça, qui à 19 ans partait en Inde, surtout à cette période, c'est un petit peu bougé entre temps. Ils ont réagi comment? Ils étaient inquiets, hein, mes pauvres parents, parce que et moi je n'aidais pas du tout l'histoire parce que je les écrivais des histoires, des lettres hyper philosophiques qui pour eux n'avaient aucun sens et donc ils s'inquiétaient beaucoup pour moi.
Et donc, au bout d'un an, peut-être 1 an et demi, je leur envoyais une photo de moi, une photo souriante. Je me suis dit, ça va les rassurer. Mais en fait, j'avais perdu 18 kilos entre-temps. J'avais fait pousser les cheveux très longs. Et en fait, ça leur rassurait pas du tout. Mais bon, éventuellement, je suis retourné. Et puis, en fait, tous les parents disent qu'ils veulent seulement que leurs enfants soient heureux. Mais souvent, ce que ça veut dire, c'est que, bon, je veux qu'ils soient heureux selon mes idées de qu'est-ce que c'est une bonne vie. Et mes parents, en fait, même s'ils avaient des idées et ils auraient aimé que je poursuive des études, etc., ils étaient assez cool. Ils comprenaient pas ce que je faisais, ils ne comprenaient pas pourquoi je me sentais cette nécessité d'aller à l'autre bout du monde et passer mon temps dans une petite ermitage dans l'Himalaya. Mais ils voyaient que j'épanouis là-dedans, que j'étais très content, que ça me donnait du sens à ma vie, que ça m'ouvrait une autre façon de vivre. Et donc, finalement, ils m'ont très bien laissé faire. Et puis aussi, ils ont vu, je crois qu'ils avaient pas du tout de choix, sauf à faire ça. Et alors, vous parliez tout à l'heure de bonheur et de performance, de carrière, qui sont effectivement la manière dont on définit le bonheur. Aujourd'hui, le bonheur, on le définit beaucoup, mais à travers les récits qu'on nous raconte, bien sûr, à travers la réussite, qui est une forme d'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Vous, comment vous définissez la réussite? Peut-être pas le bonheur, mais au moins la réussite. Ben, le bonheur, déjà, pour moi, le bonheur, c'est une sorte d'effet secondaire d'une vie bien menée, une vie menée avec du sens, une vie qui est au service des autres, une vie où on sait être vraiment à l'aise dans son propre esprit, au milieu de la vie telle qu'elle se trouve, dans les conditions changeantes. Et puis, la poursuite du bonheur. Nous, on n'a pas des bons exemples. Dans notre culture, on a été élevé à poursuivre des choses très matérielles, par exemple. Ou on a une sorte de vision très romanticisée d'une relation affectueuse. On est beaucoup visé justement sur une réussite matérielle, grande maison, machin, tout le reste. Mais il n'y a aucune évidence. On voit pas que les gens qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup de bonheur, bien sûr. Et donc, la poursuite du bonheur est difficile parce que c'est la poursuite de quelque chose qui semble être ailleurs. Même cette idée, la poursuite, de chercher du bonheur, on peut chercher partout dans ce monde, mais c'est où le bonheur? Et puis, finalement, laisser tomber la recherche du bonheur et s'intéresser à ce qui est là déjà maintenant, le feeling de ce corps tel qu'il est, de voir les schémas mentaux que j'ai et comment je me parle et qu'est-ce que c'est qui me pousse à faire telle ou telle chose. De faire attention aux données sensorielles qui sont là, tout le temps. Ce qu'on ignore souvent quand on est à la recherche de quelque chose d'autre ailleurs. On commence à découvrir la vie telle qu'elle est. On commence à découvrir ce miraculeux vie, cette miraculeuse vie humaine qu'on a. Ce corps qui se maintiennent, ce cœur qui bat, ces poumons qui se gonflent, c'est tout ce fonctionnement qu'on prend comme quelque chose d'acquis, d'automatique, mais en fait qui est un miracle. Puis et on commence à apprécier la vie telle qu'elle est, à apprécier sa splendeur, sa magie, son infinitude. Et finalement, le bonheur devient une sorte d'effet secondaire. J'aime beaucoup tout ça. Ça me parle énormément. Vous parliez tout à l'heure quand on a débuté la conversation, de vos névroses, de vos peurs, et que c'est la raison pour laquelle vous étiez arrivé à la méditation. Est-ce que vous pensez que on arrive nécessairement à la méditation par une forme de mal-être? Oui, je crois. Même si, comme je dis, quand moi je parlais d'une mal-être, j'aurais donné l'impression à 17 ans que j'étais heureux. Hein. J'avais des bons copains, tout se passait bien, si vous voulez. Mais c'était une sorte de malaise, existentiel. Mais
justement, que ça soit, certaines personnes vont venir à la pratique par ça, par quelque chose d'existentiel, ou par un deuil, une perte financière, une perte affective. Euh, mais en général, c'est très rare que quelqu'un se dise que tout va tellement bien, je suis tellement heureux et paisible et bien dans ma vie que je vais commencer m'asseoir en méditation. Tu vois, non, tant que tout va bien, on s'interroge pas beaucoup. Et c'est justement quand on a une douleur, quand on a de la confusion, quand on a l'impression que les choses ne vont pas bien, qu'on commence se questionner justement. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que simplement c'est à la mode aujourd'hui de faire de la méditation? Du coup, c'est tendance entre guillemets de dire je fais de la méditation. Est-ce qu'il Peut-être il y ça a pas peut ce marcher au truc-là niveau quelque part? de dire que je médite. Ça, c'est à la mode. Oui, moi, je médite, c'est cool. Mais la méditation, que ça soit, peut-être c'est à la mode, mais c'est pas très intéressant comme quelque chose à faire juste pour avoir le look, quoi. Donc, C'est comme les surfeurs qui vont sur la plage avec leurs planches mais qui vont jamais sur les vagues. ouais, ben, si on n'est pas sincère, c'est très ennuyeux de méditer. Faire ça juste pour le mettre sur Instagram, non. Ou on fait juste le temps de faire la photo, peut-être. Peut-être. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est la même chose avec les yogas qui s'est installé dans la culture européenne, si vous voulez, encore 20 ans avant la méditation. Et on voit qu'il y a une façade de yoga, il y a une certaine expression de yoga qui est très superficielle, qui est pour avoir des fesses solides, enfin, tout ça. Mais c'est pas grave. Ça, c'est normal. Plus quelque chose va rentrer dans le mainstream, si vous voulez, d'une culture, plus forcément, il y aura des expressions superficielles, il y aura des expressions très commercialisées, mais c'est pas grave, ça. On n'a pas à gérer tout ce qui est fait ailleurs, mais seulement si on se sent, si on reconnaît une certaine valeur de méditer, d'entraîner son attention, d'explorer sa conscience, et on s'engage sincèrement, on va bien pouvoir repérer où on voit cette sincérité, cette authenticité, ou où on voit quelque chose qui nous semble superficiel ou autre. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que quand je dis que je médite, la première question qui vient, et c'est assez rigolo, c'est combien de temps? Donc c'est une remarque hyper performative en fait. Voilà. Comme on a une approche du yoga très performative, Oui. on n'a pas cette approche de la méditation. Moi je sais pas, parfois ça dure 10 minutes et parfois ça dure une demi-heure et il n'y a pas vraiment de temps. Enfin je me dis pas tiens il faut que je médite pendant X temps. Après Voilà. moi je le fais de manière libre sans application donc c'est vrai que Ouais. c'est pas timé mais c'est très marrant cette manière de ramener du performatif dans quelque chose qui ne l'est pas en fait. Je sais pas si ça vous fait réagir si vous voyez ça arriver aussi. Hein. Ouais. J'étais à San Francisco l'année dernière à un truc, une sorte de fête organisée par un organisme qui s'appelait Consciousness Hacking. Et il y a Muse, tu vois ce que c'est? Muse, c'est une sorte d'appareil qu'on porte sur la tête qui donne des feedbacks neurologiques et ça peut être utilisé apparemment comme un support pour la méditation. Et eux, ils avaient organisé ce qu'ils appelaient Meditation Competition. Et avec un collègue, moi, on s'est pris une belle photo l'un contre l'autre devant cette affiche de compétition. Donc voilà, tout ça, le côté performatif, tout ça, comme j'ai dit, ça va avec c'est comme ça que les choses sont assimilées dans la culture. Et puis on cherche à être impressionné. Donc si quelqu'un dit je médite, ah bon, combien de temps? Comme si toute seule ça veut dire quelque chose. Hein, on peut bien s'asseoir 2 heures, mais peut-être on est tout simplement endormi. Moi, j'étais au début de ma pratique, j'étais assez attaché à m'asseoir longtemps. Mais justement, il y avait des moments de clarté, mais il y avait des longues périodes où j'étais justement tout flou, où j'étais perdu dans mes pensées, etc., etc. Et plus on chemine, si vous voulez, dans une pratique,
moins on donne de l'importance à la durée de la pratique et plus on est sensible plutôt à la sincérité de la pratique. Donc, le fait de s'engager vraiment sincèrement à qu'est-ce qui se passe là? Quel est le ressenti dans cet instant? Comment je peux ramener mon attention de où elle est partie dans ses habitudes, impliquée dans des idées, des images et tout, et ramener ça à une sorte de sensibilité et intimité avec l'expérience telle qu'elle est maintenant. Puis on peut bien cultiver ça en pratique formelle, méditation, le temps que ça dure. Puis peut-être parfois c'est 10 minutes, peut-être c'est 20 minutes, peut-être c'est 30 minutes. Pour certaines, on établit une pratique où c'est assez facile ou assez naturel de s'asseoir 30 ou 40 minutes, mais ça ne sert à rien de viser une certaine durée et après et que ça devient une sorte de tâche onéreuse. Oh, mais il faut que je médite et il faut que je m'assoie longtemps. Beaucoup mieux de s'asseoir quelques petites minutes avec beaucoup de sincérité que de s'asseoir pour une longue durée très impressionnante, mais sans vraiment être là. Et alors justement, je pense qu'une des questions que les personnes se posent beaucoup quand ils ne pratiquent pas, ou même ceux qui pratiquent d'ailleurs, c'est comment je fais pour ne penser à rien. Ça, c'est la première question qu'on se pose généralement. Et moi, la question moi, je me pose pas trop cette question-là, mais la question que je me pose de manière assez sincère, c'est comment je sais que je suis effectivement en train de méditer, ou est-ce que, parce que finalement, je sais pas vraiment. Yeah. Mais déjà, c'est bien d'être accompagné. Que ça soit par une appli, justement, comme la mienne, ou par un cours qu'on suit dans la ville où on est, ou sur Internet ou autre. Mais on est très facilement juste embarqué dans nos propres idées. Donc quelqu'un qui peut nous aider à encadrer notre pratique, l'image classique, justement, c'est comme comme une carte qui nous montre comment naviguer un territoire. Si on connaît pas le terrain où on est, il vaut mieux avoir une carte pour se repérer, pour trouver un chemin plutôt que juste de se perdre dans les ronces. Mais quelle que soit la technique, moi je décrirais le processus, et pour moi la méditation est un processus, un courant de pratique beaucoup plus qu'une technique. C'est un processus de se familiariser surtout avec notre propre expérience et puis de rentrer en amitié avec soi-même, afin de ne plus avoir peur de nos pensées, de ne plus être en conflit avec le mental. Et plus on est en paix avec soi-même ainsi, par la découverte de nos schémas, par cette familiarisation et cette amitié à nous-mêmes, plus il y aura forcément des moments de grande simplicité, de paix. Les moments où on n'est vraiment pas troublé par le mental, par les pensées. Soit parce que les pensées sont très discrètes, silencieuses, ou qu'elles s'arrêtent complètement, ou soit parce que les pensées se déploient comme ça, blablabla, bla, 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 mais on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles comme on laisse le chant d'un oiseau tranquille, le chant d'oiseau. Et puis les pensées, blablabla, bla. Ok, fais, et on se trouble pas. Et donc, il y aura des moments comme ça où on n'est vraiment pas troublé par les pensées, mais en même temps, il y a des moments où justement, on pense parce que on a été stimulé par quelque chose. On a cette belle idée de méditation comme grande paix et rien qui se passe, ce fameux vide dont on entend parler. Mais c'est pas le cas. Le mental est assez bruyant peut-être, mais dans ce cas-là, cette capacité justement de l'accueillir, de rester à l'écoute de notre expérience sans en être embarqué. Ça, c'est beaucoup plus significatif que ce fameux vide, que l'idée que je dois arrêter de penser. Et donc, comment on sait si on est en méditation ou pas? C'est pas comme un interrupteur. Ouais.
on n'a pas à savoir, oh oui, 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 c'est ça, la méditation. Parce que la méditation n'est pas une sorte d'état particulier. C'est plutôt la capacité de naviguer librement à travers tous les différents états d'esprit. Pour que justement, comme j'ai dit, on n'a plus peur de notre expérience. Pour que ça soit des états, des beaux états, paix, contentement, ouverture, etc. Ou qu'on soit troublé par une sorte d'anxiété ou de la colère ou de la confusion, on peut être aussi intéressé par ce qui se passe chez soi, quel que soit son goût. C'est intéressant. Moi, de temps en temps, je me rends compte que je n'y arrive pas. Et je me dis, bah, c'est pas grave. En fait, c'est juste que là, aujourd'hui, j'ai mon monkey mind, je sais pas comment dire en français pour le coup, mais qui tourne beaucoup, beaucoup trop vite. Et ça sera pour une prochaine fois, peut-être. Mais, je sais pas, peut-être qu'il faut insister dans ces cas-là. On dit souvent que c'est quand on n'a pas le temps qu'il faut absolument méditer. Voilà, ça c'est cette fameuse idée. S'il y en a quelqu'un, c'est bien de donner une demi-heure par jour pour la méditation, sauf si on n'a pas le temps à donner une demi-heure. Dans ce cas-là, il vaut mieux donner 1 heure. C'est exactement ça. Mais justement, ce qui est important, c'est qu'on soit léger et ludique et aimable avec notre propre expérience. Donc, comme tu dis, oh, ok, je n'y arrive pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le mental court à 100 à l'heure, ok. C'est pas grave, il y aura beaucoup d'autres opportunités à rentrer en contact avec le mental. Et puis, ce que les gens ne comprennent pas souvent, surtout au début d'une pratique, c'est que c'est pas une question de réussite. C'est pas l'approfondissement de la méditation et donc l'épanouissement de notre capacité de vivre bien avec nous-mêmes n'est pas, c'est pas une question justement d'atteindre des états méditatifs où tout va bien et je suis paisible et tout. C'est donc cette matinée dont tu parles où le mental est bien occupé et facilement distrait et tout, et tu n'arrives pas, entre guillemets, méditer, ça fait partie de la pratique autant que la journée où tout est calme et ouvert et paisible. Parce que même si tu n'arrives pas, si tu veux, tu cultives, chaque fois que tu médites, tu cultives cette capacité à voir ton mental tel qu'il est. Tu cultives cette capacité de reconnaître qu'est-ce que tu fais dans ton expérience et de renoncer les pensées, même si tu les renonces plein de fois, 50 fois, 100 fois dans une seule assise, cette capacité de reconnaître et de renoncer à cet investissement, cette identification avec tout le blabla intérieur. Et puis aussi, tu cultives cette capacité de te reposer là où tu es, comment tu es, ainsi. Même si parfois ce repos ne dure très peu de temps avant d'être encore une fois embarqué. Et alors, il y a un mot qui me vient à vous écouter, à t'écouter, c'est bienveillance. Et souvent, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais souvent, la bienveillance qu'on manque, c'est la bienveillance envers soi. La bienveillance envers les autres, entre guillemets, c'est facile, plus ou moins, hein, mais c'est plus ou moins facile. Mais la bienveillance avec soi, c'est beaucoup plus difficile. On se met des challenges personnels, que ce soit pour la méditation ou pour toute autre chose. On se dit qu'on n'est pas assez bien. Alors, c'est ce qui permet d'avancer aussi, hein, mais je trouve que dans la méditation, il y a aussi cette forme de bienveillance envers soi, d'accepter ses pensées, de les observer finalement, non? Oui, et puis ça, c'est un peu à la mode aussi maintenant, l'autocompassion, bienveillance pour soi, etc. Pour certaines, c'est très important de pratiquer ainsi, de mettre l'accent sur toutes les façons par lesquelles on peut être dur avec soi-même. Hein. Et dans des cours de méditation, parfois, je demande aux gens d'imaginer si à la fin d'une assise, ils s'ouvraient les yeux et regardaient leurs voisins à côté. Et ils disaient à leurs voisins, ben, toi, tu n'étais pas très conscient.
Toi, t'es nul en méditation. C'est pas la peine que tu viens t'asseoir, toi. Hein? Vaut mieux que tu t'en vas, tu restes à la maison. Ben, c'est impossible d'imaginer de dire un truc aussi odieux à quelqu'un. Mais pourtant, on n'est pas, on ne se prive pas de dire ce genre de choses à soi-même. Donc, façon de voir à quel point on peut être souvent et facilement, dur avec soi-même, ainsi. Et donc, ça peut être très utile, guérissant pour des gens de reconnaître ça et de justement mettre l'accent sur une sorte de, une attitude douce vers soi-même. Mais, personnellement, je n'aime pas mettre ces deux choses comme s'ils sont en opposition, bienveillance pour soi, bienveillance pour autrui, etc. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est cet apprentissage d'être bienveillant avec l'expérience, quelle que soit l'expérience, d'être à la fois à l'écoute de ce qui se passe, à l'accueil de ce qui se passe, et ainsi de trouver naturellement une réponse habile à ce qui se passe. Et plutôt que diviser, est-ce que j'ai besoin d'envoyer de la bienveillance à moi-même ou aux autres ou les deux? Just experience. Ce qui arrive, que ça soit l'idée d'une autre ou l'idée de moi ou l'idée de mon corps est tel qu'il est ou l'idée de mon mental est tel qu'il est, quel que soit le contenu de l'instant présent dans l'esprit, aimez-la. Aimez-la. Même si ça ne plaît pas. Ça, c'est l'art de la méditation, la capacité d'aimer ce qu'il arrive, qu'elle plaise ou pas. Et d'ailleurs, il y a une question que j'ai pas posée qui peut sembler un peu basique, mais c'est vrai que on n'a même pas abordé cette question. Ok, est-ce qu'il y a des bénéfices? Enfin, oui, il y en a, mais quels sont les bénéfices de la méditation? Je sais pas, c'est une question bête et en même temps tellement basique, mais Si je essaie de dire ça très court, c'est de pouvoir vraiment vivre et mourir librement, sans peur, sans projection, sans problème. Ça, c'est les fruits de la pratique tels qu'ils ont toujours été présentés dans les traditions contemplatives. Et ça, c'est les fruits de la pratique qu'on puisse vraiment goûter soi-même. De vivre sans contraction, sans compulsion, sans être tiré et poussé, emmené à droite et à gauche par nos schémas et nos habitudes, nos peurs, nos projections. C'est tout à fait possible de mettre fin à tout ça et de connaître un goût de liberté, de savoir qu'on est libre d'être là, libre à vivre là ainsi et libre de mourir lorsque c'est le moment, parce qu'on ne choisit pas ni quand ni comment ça va nous arriver. Et alors, je vais poser une question provocatrice que j'avais lue quelque part et que je trouve néanmoins intéressante, qui était donc toutes ces personnes, vous, moi, y compris, qui parlent beaucoup de méditation, de la nature, de tous ces éléments-là, et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui voyagent, qui vont en Inde, qui vont à San Francisco, qui vont je ne sais où pour pratiquer. Est-ce que ça, c'est pas contradictoire? Contradictoire dans quel sens? Dans le le sens sens où de l'écologie ou de la sens que si tout est là, pourquoi aller ailleurs ou... il y a un peu les deux en fait. Dans ma tête, c'est vrai qu'il y avait l'écologie évidemment, c'est-à-dire quand je me déplace en avion pour aller à San Francisco ou en Inde, nécessairement je pollue. Et donc, quand je pollue, je me pollue moi-même puisque je suis moi-même la nature, naturellement. Oui. Donc, il y a ça d'abord. Et puis, il y a aussi, effectivement, si j'ai cette capacité à me connecter à moi-même, au vivant, alors pourquoi aller ailleurs peut-être dans une... voilà, enfin, je sais pas. Enfin, si, j'ai des idées, mais j'aimerais bien entendre vos idées. C'est tout à fait vrai. Hein. Toute la vie est accessible, toute l'infinité de la vie est accessible à tout moment, dans toute activité, dans toutes circonstances, dans toute situation. Voilà. Donc, on n'a jamais besoin d'aller nulle part. Dans l'absolu, mais
bien sûr, on reconnaît qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres. C'est comme si on n'a jamais besoin d'aller au gym. Si vous voulez faire des exercices, vous montez l'escalier chez vous et vous descendez l'escalier 1000 fois, vous faites des pompes, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est une sorte de soutien de pratiquer de l'exercice en groupe, d'être encadré et accompagné et guidé par quelqu'un qui sait mieux que soi-même peut-être comment faire, etc. Donc, c'est comme si on peut méditer, bien sûr, partout. On peut entraîner l'attention, on peut explorer l'expérience partout. Mais quand même, c'est plus propice d'utiliser un encadrement où on ressent beaucoup de soutien. Donc, on peut aller aux Champs-Élysées, on peut sur le rond-point autour de l'Arc de Triomphe là. Pourquoi pas? Mais mais c'est quand même au moins pour comment apprendre pour développer une certaine capacité d'esprit. Mais il vaut mieux aller au gym, comme si pour développer des muscles, ça a tendance de marcher mieux dans le gym. Mais pareil, pour développer cette capacité de liberté, les monastères ou les centres de méditation, voilà, c'est le gym pour la libération de l'esprit. Et moi, j'ai l'impression que ces voyages, même s'ils polluent, ils ont un impact tellement fort sur soi d'abord. C'est vrai que il y a aussi cette dimension, on n'a pas abordé ça, mais il y a beaucoup de personnes qui font ces pratiques dans une démarche très individualiste. Et en même temps, moi j'ai l'association que c'est pas vraiment un souci. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est individualiste au début, enfin pas toujours, mais ça peut l'être. Et en même temps, c'est la première étape pour faire du lien avec les autres et faire du lien avec la nature. Donc quelque part, moi j'ai l'impression que même si on pollue, il y a un sens dans cette pollution. Enfin, il y a une forme de sens, oui, quelque part. Yeah, yeah, oui. On a des vies qui sont tellement impliquées dans de la pollution, des vies et et on a des structures de vie comme ça qui ont besoin de changer. On va les changer volontairement ou involontairement. Mais plus on avance vers une déstabilisation du climat et tout le reste, on voit avec le coronavirus un de ces résultats. On est apparemment et malheureusement, on n'est pas très bien à faire des grands changements de manière volontaire. Et donc, il y aura forcément, que ça soit une pandémie de santé ou que ça soit par les catastrophes naturelles, on sera obligé de faire des changements involontairement. Et entre-temps, on a cette possibilité, pour l'instant au moins, de se déplacer de différentes manières. Et donc, c'est difficile. À quoi je me consacre? Et c'est personnel? Pour certains, on va dire non. Je connais plein de gens qui ont renoncé de prendre l'avion, mais je respecte ça beaucoup. Et en même temps, je vois à quel point aller en Inde quand j'avais 19 ans m'avait complètement changé la vie. Et maintenant, moi je refuse, parfois on me demande de venir à Bali ou quelque part de très exotique pour mener une retraite. Et ça serait d'autres Européens qui viennent avec moi, on voit quelque part de sublime pour méditer sur la plage, machin. Et je vois pas trop l'utilité d'amener un groupe de gens d'un endroit, de traverser le monde pour avoir quelque chose de sympa. Justement, cette idée de méditation un peu instagrammable plutôt que de rester en Europe. Mais en même temps, ça m'est arrivé 2-3 fois d'amener des élèves de pratique à moi, de les amener en Inde, aux endroits associés avec la vie du Bouddha, par exemple. Et là, j'ai vu à quel point un voyage comme ça peut être pas seulement un voyage initiatique. Oui. Initiatique. Ok, mais vraiment transformateur. Hein. Et le fait de voir à la fois cette culture spirituelle en Inde, mais aussi de voir la pauvreté en Inde, et aussi d'être confronté par l'inconfort en fait des voyages. Et donc il n'y a pas de réponse facile à tout cela, mais un voyage
il y a beaucoup de différentes raisons à voyager. Et puis, je crois qu'on peut s'interroger pourquoi je voyage. Est-ce que je voyage juste pour essayer d'avoir une belle expérience? Et quelle sorte de belle expérience? Une belle expérience, ça veut dire quelque chose qui est juste agréable et relaxante, ou une belle expérience qui veut dire quelque chose qui va nourrir ma compréhension de la vie, qui va transformer ma capacité d'être au service de moi et des autres et de cette vie commune qu'on partage ensemble. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Well, justement, nous, on enregistre cela juste dans cette période de coronavirus, ce qui pourrait nous sembler d'avoir fermé quelques portes, mais qui aussi est bien peut-être l'opportunité d'ouvrir des nouvelles portes. Donc, la porte que je voudrais ouvrir, c'est la porte aux nouvelles visions de comment vivre, individuellement et collectivement. On a l'impression que la vie qu'on voit autour de nous, c'est ça la vie, mais c'est très coloré par nos conditionnements culturels. Il y a beaucoup de façons à vivre. Donc, peut-être cette situation de pandémique peut être, et le fait que ça nous a tous ralentis, j'espère que ça peut nous ouvrir une porte sur une manière de reconfigurer, de réenvisager nos vies et nos valeurs. Et justement d'aligner ces deux choses, que nos vies et nos valeurs soient alignées, que nos actions et nos idées font un. Merci beaucoup, Martin. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt!